On est ravis de vous voir si nombreux. Donc, pour le thème qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, qui est assez large, c'est économie, écologie, comment resserrer les liens, donc la bourse ou la vie. Donc on a trois invités qui ont la gentillesse de venir pour donner leur point de vue. Donc Benoît Hamon, que vous connaissez sans doute, qui a été député européen, ancien ministre, et notamment de l'économie sociale et solidaire dans le gouvernement Ayrault. Je pense qu'on en reparlera. Vous avez quitté maintenant la vie politique nationale en septembre 2021 et vous dirigez l'ONG qui s'appelle Singa, dont l'action est consacrée à l'accueil des réfugiés. Nous avons aussi Étienne Colta, qui vient d'être diplômé du master changement climatique et finances durables à l'EDEC et aux mines. Vous êtes aussi l'un des cofondateurs de l'association Reboot. C'est une association qui est à destination des étudiants et des jeunes actifs qui les incite à intégrer les enjeux environnementaux dans les métiers de la finance. Et vous faites aussi partie de l'équipe de Dernière Rénovation et vous vous définissez comme activiste pour la justice sociale et environnementale. Et enfin, Éric Monet, vous êtes professeur d'histoire économique à l'École d'économie de Paris et à l'EHESS. Vous avez été prix du meilleur jeune économiste l'an dernier et vous êtes spécialiste de l'inflation et de l'action des banques centrales, de thèmes qui sont tout à fait d'actualité en ce moment. Donc la bourse ou la vie, on va commencer par une question un peu large, c'est est-ce qu'il faut vraiment choisir si on écrit la bourse ou la vie? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Et on peut peut-être commencer par des dilemmes qu'on a eus dans l'actualité récente, notamment sur l'inflation et la lutte contre l'inflation, avec la ristourne carburant qui a été octroyée par le gouvernement l'année dernière, qui consistait quand même en une subvention aux énergies fossiles, mais qui répondait aussi à la question du pouvoir d'achat et à aider ceux qui ne pouvaient pas faire face à ces augmentations. Est-ce que ce dilemme est insoluble? Est-ce que c'était la seule solution? Est-ce que cette contradiction, on peut la dépasser, Éric Monet? Donc, cette contradiction, je pense qu'elle est maintenant claire pour tout le monde et pour toutes les personnes qui sont ici. Effectivement, c'est qu'on fait face à la fois à un problème, on va dire, classique de politique économique, c'est-à-dire il y a l'inflation. L'inflation, on se rend compte que ça a un effet négatif sur le pouvoir d'achat. Donc là, normalement, même si effectivement, ça reste difficile, mais on va dire les gouvernements, les banques centrales ont un logiciel à peu près classique sur comment répondre à ça. Donc à la fois avec des politiques redistributives budgétaires, donc ce qu'on a vu type bouclier tarifaire, et après la politique de la banque centrale sur on va dire, renchérir le coût du crédit. Donc ça, c'est un peu le modèle, on va dire, manuel de première année d'économie. Et puis là, il y a la question que vous mentionnez, c'est-à-dire la question climatique qui vient derrière. C'est-à-dire que à partir du moment où en fait on va faire une réponse classique, qui était là en France une réponse classique de contrôle des prix, c'est-à-dire on contrôle les prix de l'énergie, on voit c'est en contradiction avec un objectif climatique. Et là, bon, c'est triste à dire, mais la majorité des économistes, la majorité des gouvernements, des banques centrales se retrouvent coincés. C'est-à-dire dire, en fait, on ne sait pas comment faire avec ce nouvel impératif. C'est-à-dire qu'on est habitué à raisonner avec des dilemmes assez simple, et là, cette question, on ne sait pas comment la traiter. Donc pourquoi, une fois que le dilemme est posé clairement, pourquoi ça change complètement, et ça doit changer, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans les quelques travaux ou livres que j'ai publiés récemment, c'est pourquoi ça change complètement la manière de faire. La première chose, c'est que ça rebat les cartes complètement de la manière dont on raisonne en économie d'habitude, c'est-à-dire en disant qu'en fait le prix de marché, les prix, c'est ça qui doit relativement guider la politique économique. Et donc là, on le voit, c'est quelque chose qui était arrivé aussi sur la taxe carbone. Avant les questions de taxe carbone, là encore, la majorité, pas tous, mais des économistes disent voilà, le prix du carbone augmente et normalement, ça doit guider la transition. Et là, on voit que ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que justement, en fait, quand il y a des prix, notamment les prix de l'énergie, mais ce n'est pas seulement les prix de l'énergie qui augmentent, l'impact, ce qu'on dit redistributif en économie, c'est-à-dire l'impact différencié sur les personnes en fonction des niveaux de revenus, est énormément différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'une augmentation, même relativement faible du prix de l'essence, fait qu'il y a quand même une partie non négligeable de la population qui se retrouve vraiment dans des situations très très difficiles à la fin du mois. Et en même temps, la vente des sacs Louis Vuitton n'est pas du tout affectée par la hausse de ce prix. Donc quand on sort de ce monde-là, en fait, on est d'emblée dans un monde où en fait, on ne peut plus raisonner à partir de prix, et donc on doit raisonner à partir d'une puissance publique,
qui doit en fait orienter, faire des choix sur les choix de consommation des individus et des entreprises. Ce qui, dans d'autres temps, et même si ce nom est revenu à la mode, en fait, on appelait la planification. La planification, c'est ça. Le terme planifier, ça veut juste dire mettre des priorités, hiérarchiser. Et en fait, à partir du moment où on ne raisonne plus à partir de prix, on rentre dans ce monde-là. La deuxième conséquence, je vais faire pas trop long, c'est sur comment ensuite, étant donné qu'il y a ces nouveaux dilemmes qui apparaissent, comment on les verbalise, on les rend explicites dans un débat démocratique sur la politique économique. Et ça, c'est quelque chose, là encore, qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas aujourd'hui, enfin, vous regardez le plan du budget, le plan du gouvernement, le plan budgétaire, où est-ce que ces dilemmes apparaissent? En fait, concrètement, pratiquement nulle part. Sur ce que va faire la Banque Centrale Européenne, où ça apparaît, c'est pareil. Ils ont commencé un peu plus à le verbaliser. Donc là, ça pose la question de où est-ce qu'on fait Nantes ces scénarios. Et là, je pense qu'on doit apprendre ce que le GIEC nous a appris, c'est-à-dire à raisonner par des scénarios différents, qui en fait montrent les différentes options possibles, et réintroduire ces options-là dans le débat démocratique, à partir, parce qu'on ne peut pas faire sans, dès qu'on fait de la politique économique, d'options chiffrées. Et je pense que pour l'instant, nos institutions démocratiques en fait, ne sont pas encore prêtes, et on le voit dans les débats parlementaires, à avoir ce type de raisonnement à partir de scénarios quantitatifs qui prennent en compte ces nouveaux dilemmes dus aux questions climatiques. Alors pour parler d'un secteur en particulier que vous connaissez bien, donc la finance, on a un dilemme où il y a eu une tentative de résolution, à savoir si c'est pertinent ou pas, qui est le terme de finance verte. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous convainc? Est-ce que ça s'apparente plus à du greenwashing? Et comment vous par rapport à ça, Étienne? Peut-être pour répondre, en fait, globalement, ce serait très facile de dire oui, il y a du greenwashing, mais il y a quand même des solutions qui existent et qui ont été mises en place. Donc déjà, pour revenir un petit peu sur le greenwashing ou la finance verte, depuis les accords de Paris, il y a eu 3 500 milliards de dollars investis dans les énergies fossiles, dont 350 milliards en France. Je ne me rends pas forcément compte moi-même personnellement de la taille du montant, mais c'est énorme. Alors même que le GIEC le dit, au-delà de réduire, il faut arrêter d'investir dans le fossile. Ensuite, peut-être dans cette même logique, comme l'a mentionné Eric ici, c'est de dire qu'il y a aussi il y a eu 1000 milliards en 2022 de subventions pour les énergies fossiles. Donc ce n'est pas forcément lié au secteur de la finance, mais il y a quand même ce lien qui est fait de dire qu'on ne sort pas des énergies fossiles, et que l'économie en est toujours liée. On peut nommer par exemple aussi le fait que pour justifier l'investissement dans tout secteur, dont les énergies fossiles, la BNP utilise comme excuse de simplement dire qu'elle finance toute l'économie. Ensuite, en fait, je pense qu'au-delà des chiffres qui sont purement des investissements en fait, dans les énergies fossiles, il y a aussi une question d'idéologie. C'est un petit peu à quoi sert la finance. Et selon moi, en fait, la finance, c'est un peu bête dit comme ça, mais sert à financer. Et notamment, elle sert à financer la transition. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est que notamment, en fait, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé en M2 il y a 1 an et demi, notre directeur de master devant un parterre d'étudiants qui était à peu près comme ici, nous dit la finance ne sert plus à gagner de l'argent, la finance sert à gagner de l'argent de manière responsable. Et en fait, pour moi, ça démontre quand même beaucoup comment on a dévié, selon moi, du sens de la finance de base. Maintenant, en fait, il y a quand même des initiatives qui existent et qui essayent vraiment d'inclure les questions environnementales et sociales au sein même de leurs pratiques. Et donc, je pense que là, je pense notamment à l'investissement à impact, principalement en non-coté, et ça, je suis un peu biaisé parce que j'ai eu des expériences dans le passé en non-coté, mais il y a vraiment cette logique en tant que citoyen-citoyenne de se réapproprier où va son argent. Et il y a plusieurs leviers, selon moi, qui peuvent être utilisés et qui sont utilisables à ce niveau-là. Il y a d'une part de questionner son banquier ou sa banquière pour savoir où vont les fonds. Il y a notamment, en fait, il y a Stop Ecop qui avait notamment lancé ça il y a 1 an avec des mails tout faits pour envoyer à ses conseillers et conseillères bancaires. Ensuite, il y a le fait de changer de banque. C'est pas forcément facile, mais ça a un levier qui est très important.
Il y a aussi de savoir où va son épargne. Ça, on n'y pense pas forcément assez, mais c'est qu'il y a l'impact carbone qu'a son épargne. Et en fait, pour finir, j'aimerais en fait, peut-être mettre en avant deux initiatives ou deux institutions qui viennent en tête pour ça, pour réallouer un petit peu son épargne. Il y a la NEF, d'une part, qui, je ne sais plus quand est-ce que ça a été créé, mais ça date quand même un petit peu, et qui vraiment en fait, est très transparent sur exactement où va l'argent. On peut vraiment voir chaque ligne de prêt qui a été fait. Et après, il y a aussi le fait, dans cette logique vraiment citoyenne et de participation, il y a une initiative comme l'ITA, par exemple, qui est vraiment pour pouvoir en fait, choisir quel projet on finance. Et ça reprend aussi la thématique un peu globale de ce Libé Tour, enfin de cet arrêt à Paris du Libé Tour, c'est vraiment de refinancer des projets locaux qui sont avec des problématiques environnementales et sociales. Merci. Alors, à l'échelle de l'entreprise, Benoît Hamon, vous avez donné votre nom à une loi en 2014 qui a donné un statut juridique aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça fait donc presque 10 ans. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous pensez réussir? Est-ce que ces entreprises-là réussissent à concilier ce qu'on a présenté au départ comme un dilemme? Bonjour. Je vais répondre en petit B à votre question. Je vais commencer par quelque chose qui va vous paraître complètement décalé, mais j'ai quand même très envie de commencer par ça. La question du rapport de l'économie à l'écologie et la qualité des réponses qui seront rendues par cette tribune, elle dépend de la capacité des 3 personnes que nous sommes, je vous exclus une seconde, à être renégats à 3 systèmes de domination dont nous sommes les produits. Étienne vient d'un master de finance dans une grande école française. Éric est un grand économiste et je suis un ancien ministre. Nous sommes donc le produit d'un système qui, depuis plusieurs siècles, même si nous l'avons contesté, critiqué, est un système qui a fondé la prospérité de nos nations sur le fait de satisfaire les besoins de nos populations par une exploitation massive des ressources fossiles. Nous sommes aussi blancs et nous sommes des hommes. 3 systèmes de domination. Et donc, nous avons, nous, à penser, je le dis là parce que, à minima, en essayant d'être un peu renégat à ces 3 systèmes, sans quoi notre parole est finalement assez biaisée. Première chose que je voudrais dire. La deuxième remarque, je vais la faire comme directeur général de l'ONG Singa. Il y a aujourd'hui 1,4 milliard d'Africains qui vivent en Afrique. Ils seront 2,7 milliards en 2050. Ils seront 4,5 milliards en 2100. L'Afrique est le continent qui concentre les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique, en termes de pollution des nappes phréatiques, pollution des cours d'eau, assèchement des terres cultivables, déforestation, j'en passe et des meilleurs. C'est pourtant le continent qui n'est responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Vous mettez ce que je viens de vous dire sur l'évolution démographique de l'Afrique. Vous regardez aujourd'hui la loi Darmanin et quelques autres lois qui visent à verrouiller les frontières de nos pays, et vous vous rendez compte à la fois de l'absurdité de ces lois et vous anticipez ce qui va se passer. Un changement d'échelle radical des migrations lié à quoi? Au réchauffement climatique, mais je reboucle avec ce que je disais au début. Le sort du jeune berger qui, au Soudan ou au Tchad, voit son troupeau dépérir et l'oblige à prendre la route de l'exil, il est lié au comportement de consommation de son père ou de sa mère de l'autre côté de la Méditerranée, qui lui, parce que, ou elle, adolescent, parce qu'elle consomme, parce qu'elle a des besoins ou croit être des besoins, alors que souvent ce sont des désirs superflus, va alimenter une machine qui continue à dévorer des ressources naturelles, à dévorer l'énergie, et donc à ne pas opérer la bascule nécessaire de notre modèle de développement. Donc je commence par ça parce que nous, chez Singa, on réfléchit à ces questions d'inclusion des nouveaux arrivants, mais 1,4 milliard aujourd'hui, 2,7 milliards en 2050 et une accélération du réchauffement climatique en Afrique, ça vous dit les défis devant lesquels nous sommes sur le plan de l'inclusion, sur le plan démographique, sur le plan économique, écologique, etc. Donc je vais me contenter de 2 remarques
de base, si je peux me permettre, c'est que, il faudrait que 3 planètes s'alignent à minima, les États, les entreprises et les consommateurs, donc qu'on soit alignés sur des objectifs qui soient identiques. Ces 3 planètes, elles ont besoin d'être coordonnées, et les seuls, à mon avis, qui peuvent coordonner ces 3 planètes, ça reste les États dès lors qu'ils ont en plus une légitimité démocratique et qu'ils associent les citoyens aux objectifs qui sont fixés. Et il faut se fixer donc des objectifs, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce que l'on s'autorise à consommer de carbone individuellement, par entreprise, par branche professionnelle, par secteur économique et par pays, de telle manière que, d'une année sur l'autre, nous consommions collectivement nos quotas, nous regardions qui les dépasse et qui est plus sobre que les autres, et que nous ajustions des politiques sur, pardon de le dire, mais plusieurs décennies, en planifiant ces efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Absolument pas. Et il y a de quoi s'énerver et être désobéissant. Objectivement. Et moi, je ne reprocherai absolument pas à qui que ce soit aujourd'hui d'être désobéissant par rapport à un cadre institutionnel, économique, politique qui est totalement absurde. Absurde. Il y a un très bon petit bouquin qui est fait par un flamand, je ne sais plus le nom du bouquin, j'ai plus le nom du flamand, donc, mais qui dit qu'aujourd'hui nous sommes en train de coloniser l'avenir au sens où nos générations privent celles qui viennent des choix que nous avons pu faire pour maîtriser notre propre destin. C'est exactement ce qui se passe. Donc je voulais commencer par ça, parce que the main picture, c'est l'histoire de donner le cadre, parce qu'en réalité, par l'économie-écologie, évidemment que le lien, il est fondamental, et de ce point de vue-là, l'économie sociale et solidaire, alors elle est une des solutions, même si elle n'est pas la plus vertueuse, elle a au moins un mérite, même s'il est insuffisamment abouti, c'est d'essayer de mettre de la démocratie dans l'ordre économique, première chose, là où Jaurès le disait au début du XXe siècle, il ne faut pas que la République reste aux portes de l'atelier, disant ainsi que nous ne serions que des demi ou des quarts de citoyens si nous n'étions pas citoyens dans l'ordre économique et dans l'entreprise. De ce point de vue-là, l'économie sociale et solidaire essaye de résoudre ce problème, cette difficulté. Et de ce point de vue-là, les travaux d'Éric sur la question de la démocratisation de l'économie sont extrêmement utiles. Et la deuxième chose, c'est la non-lucrativité. On peut entreprendre sans chercher à ce que l'argent fasse de l'argent. Et là, ça boucle avec ce que disait Étienne, c'est que où va l'argent aujourd'hui, essentiellement? Où l'argent s'oriente-t-il vers l'argent? S'il s'orientait vers l'intérêt général, c'est-à-dire si on donnait une valeur à autre chose que l'argent, mais à l'impact social et écologique d'une production, d'une entreprise, si ça avait de la valeur, évidemment, tout cela changerait. Et c'est, à mon avis, des tournants que l'ESS, quelque part, a préfiguré à travers la non-lucrativité, à côté de la gouvernance démocratique, même si tout ça reste largement imparfait, qu'on est encore qu'au milieu du gué, etc., etc. Et comme j'ai été très long, je redévelopperai si j'ai une deuxième question. Alors, vous parlez tous les trois d'une grande reconfiguration qui est nécessaire finalement, donc un changement des règles du jeu qui est nécessaire et urgent. Est-ce que c'est seulement une affaire de normes ou est-ce que déjà les objectifs qui ont été fixés, je les rappelle pour la France, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, objectifs fixés, des normes qui ont changé, pas toutes encore, pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent, Éric Monnet? Vous aviez commencé un peu à aborder cette question-là tout à l'heure. Cette question-là, c'est difficile en fait d'y répondre à un niveau très général parce que ça dépend de quoi on parle justement. Ça dépend si on parle de la question de la finance, parce que ce qui était la question qui était posée auparavant, c'est-à-dire comment faire en sorte que les marchés financiers financent des activités qui ne soient pas nocives pour la planète. Les questions là, de l'articulation entre, on va dire, la norme, la régulation, les contraintes, les éventuels. Après, en fait, il y a une panoplie d'instruments à la disposition de l'État qui sont énormes. Il n'y a pas que les normes, la régulation, il y a aussi toutes les garanties. Quand on le voit sur les questions financières, en fait, c'est très important. On le voit par exemple dans la manière dont les États ont réagi pendant la pandémie.
c'était à faire des aides au crédit, enfin garantir les crédits des entreprises. En fait, ça, c'est des choses qui sont, dès qu'on est dans le milieu de la finance, les garanties de crédit, c'est un instrument très très utilisé par la plupart des États dans le monde. Donc c'est juste des exemples, mais qui montrent qu'en fait, à chaque fois, la manière que l'État a d'intervenir dans l'économie, dans les marchés financiers, va être très différente. Donc si on prend des exemples, croissance aussi, de fait de regarder tout le temps la croissance du PIB, donc, qui n'était pas forcément la meilleure manière de raisonner et de changer. En fonction du domaine, on est dans des questions qui sont très différentes. Donc, si on prend un exemple de domaine, voilà, revenons, parce que les deux interventions avant finalement se rejoignent sur la question de la finance et aussi de la finance pour les pays qu'on appelle pays émergents, faute d'un meilleur nom, mais Benoît Hamon parlait de l'Afrique. Donc concrètement, de quoi on parle? C'est-à-dire que d'où vient, donc l'Afrique est en expansion de population économique, d'où vient l'argent qui est investi dans des projets en Afrique? En gros, ce qu'il faut bien se rendre compte aujourd'hui, c'est que, je caricature un peu, mais l'argent qui circule au niveau international, elle vient de deux sources. Elle vient de sources des produits qui sont des grands exportateurs de matières premières et souvent en fait d'énergie pétrolière. Donc on va dire les fonds souverains des Émirats Arabes Unis, etc. Et ensuite, ça vient des retraites des pays riches. Moins pour la France parce qu'on a un système de retraite par répartition, mais encore quand même pour une partie non significative de la population. En fait, l'argent, c'est des retraites complémentaires et tout ça, mais pour des pays comme les États-Unis, etc., l'essentiel est investi dans les marchés financiers. Donc en fait, on se retrouve quand même avec ce double problème, c'est-à-dire que l'argent qui va vers ces pays et qui potentiellement, ces investissements peuvent être très bons, parce qu'il faut financer, c'est eux qui peuvent financer des infrastructures vertes, ou aussi très mauvais, il vient soit d'énergie fossile, et ça c'est un énorme problème. Donc là, comment est-ce qu'on... Là, c'est pas juste en faisant des normes, enfin, comment on change ça? Et la deuxième manière, il vient en fait des gens qui épargnent pour leur retraite, en se disant, voilà, pour mon futur, j'ai besoin de mettre cet argent de côté quand je ne travaillerai plus, donc potentiellement dans 30, 40, 50 ans, mais potentiellement vont faire ce geste-là en hypothéquant complètement l'avenir. Et c'est vraiment la question dont parlait Benoît Hamon, c'est-à-dire que si les retraites alimentent un système qui n'est plus tenable dans la majorité du monde, en fait, tout ça ne sert à rien. Et pour l'instant, on est à peu près à cette situation. On est quand même dans une situation proche de l'absurde, c'est-à-dire qu'on finance un futur qui va nous détruire. Et donc, pour ça, il faut à la fois des normes, je pense que sur les marchés financiers, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de normes? C'est de dire, en gros, voilà, il y a des activités qui vont être plus risquées, pas seulement en termes qu'une activité financière va être plus risquée parce qu'il y a un risque de défaut, de faillite de l'entreprise, mais tout simplement il y a un risque climatique. Et ça c'est très important parce qu'en fait aujourd'hui tous les marchés financiers fonctionnent avec une perception du risque. Toute la régulation financière fonctionne avec une perception du risque. Donc ça c'est important, c'est-à-dire de changer la notion de risque qui est prise en compte par les marchés financiers, qui je pense est plus fort que l'idée de responsabilité. Parce que au final, les marchés financiers ils résonnent, et ça je pense qu'on ne peut pas changer ça, par la notion de rendement. Moi je ne connais aucune entreprise qui ne veut pas faire de bénéfices sur les marchés financiers. Donc soit on écarte complètement le secteur, mais pour l'instant, vu le poids du secteur, ça paraît difficile, soit en fait on change la notion de rendement et la notion de risque dans les marchés financiers. Et l'autre manière, c'est donc à côté, et en fait il faut faire les deux, c'est-à-dire que l'État reprend le contrôle sur certaines activités et est capable elle-même d'amorcer et de diriger des investissements. Ça, comment le faire? Peut-être que j'ai déjà parlé trop longtemps, peut-être qu'on y reviendra ensuite, je laisse la parole. Alors comment le faire? Étienne, allez-y, comment faire? Vaste question. Vaste question. Je pense pas j'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Je vais t'apporter quelques éléments pour compléter ce qu'a dit Eric déjà. En fait, il y a peut-être revenir rapidement sur les réglementations. Il y a effectivement des réglementations et des normes qui ont été mises en place. Je pense notamment, en fait, la France a été pionnière là-dessus, et je pense notamment, en fait, par exemple, à l'article 29 de la LEC, donc de la loi énergie-climat. Il y a la taxonomie pour essayer de savoir quelle activité va être verte ou non. Il y a la SFDR. Maintenant, la problématique de toutes ces normes, en fait, de ces normes et de ces règlements, c'est que c'est uniquement la transparence.
c'est de la transparence et c'est de l'accumulation de données. Et la question, en fait, n'est pas forcément d'avoir la donnée ou non, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Comme on l'a déjà évoqué, en fait, on vit dans un monde avec des limites physiques qui sont connues. Et en fait, la question n'est pas forcément de savoir combien émet telle entreprise, c'est vraiment comment on la contraint et surtout comment on la sanctionne derrière. Parce que là, il n'y a aucune notion de sanction à date. Peut-être pour un petit élément de réponse si on revient sur la notion des entreprises, et pour faire un petit peu le lien à l'Afrique, c'est un exemple facile, mais je prends l'exemple de Total, qui n'a aucun problème à trouver des financements, notamment pour son projet ICOP en Ouganda. Et en fait, la question, c'est de se dire comment réussir à faire que le coût du capital pour les entreprises polluantes soit beaucoup plus élevé, que ce soit beaucoup plus compliqué pour elles de se financer. Et à l'inverse, que ce soit beaucoup plus facile pour des entreprises vertueuses de se financer. Donc effectivement, en fait, il faut dans un premier temps définir, c'est là où c'est le rôle de la taxonomie, de définir qu'est-ce qui va être considéré comme vert ou non. C'est questionnable, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, ensuite, c'est l'étape d'après qui manque encore, de réellement, en fait, rendre beaucoup plus difficile l'accès à des capitaux pour des entreprises polluantes et beaucoup plus facile pour des entreprises, et au-delà des entreprises, des activités vertueuses. Parce que peut-être, vous avez déjà probablement entendu parler des obligations vertes. Les obligations vertes, Total en a, par exemple, pour rester assez cohérent sur mon exemple. Et donc, je pense, il y a vraiment un besoin, en fait, d'avoir une volonté. Le but n'est pas d'entrer dans le triangle de l'inaction. Benoît Hamon parlait tout à l'heure de l'alignement des trois planètes, donc le but n'est pas de renvoyer la faute, que ce soit les citoyens qui renvoient la faute vers les politiques et ensuite vers les entreprises, mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'une réelle volonté politique, parce que l'économie sociale et solidaire essaie de faire sa part, la finance par la finance impact essaie de faire sa part, mais ça reste ça reste infiniment petit. Et il y a besoin, en fait, d'avoir vraiment après des logiques réglementaires fortes. Donc l'impulsion pour changer d'échelle, ce serait à l'État ou comment vous... Parce qu'on voit bien que les planètes, elles ne s'alignent pas de manière suffisante par elles-mêmes, donc c'est pas spontané. Je pense, oui, effectivement, que ce serait quand même plutôt à l'État, dans le sens, effectivement, par une logique d'investissement public, mais aussi par une logique de normes. Enfin, je reviens sur un peu l'exemple de la taxonomie. Il y a Julien Lefournier qui utilise souvent l'exemple de dire la question n'est pas de savoir si un produit financier est vert ou non. En soit, tout produit financier peut être vert. La question est de savoir qu'est-ce qui finance et le sous-jacent. Donc ça revient un petit peu sur la question de l'obligation verte, par exemple. En fait, il faut changer l'économie derrière. Et pour changer l'économie, il faut rebattre les cartes du jeu. Donc ça peut passer par une logique d'investissement public massif. Et je pense que dans certains domaines, il n'y a pas le choix. Je n'ai pas forcément d'exemple précis, mais il n'y a pas forcément de choix. Je pense en termes d'infrastructure, il n'y a pas le choix que ce soit des investissements qui soient à l'initiative publique. Ça ne veut pas dire que le privé ne peut pas initier, ou du moins, on ne peut pas utiliser l'argent privé, parce qu'il faut regarder là où l'argent est également. Mais je pense qu'il y a aussi une logique après derrière vraiment de cadre réglementaire pour inciter en fait à réorienter les flux. Alors l'Institut pour le climat chiffre pour la période 2024 à 2028 le besoin d'investissement supplémentaire à 23 à 29 milliards d'euros par an pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que, Benoît Hamon, ça devrait être que de l'argent public? Est-ce que c'est l'État qui doit jouer ce rôle d'impulsion ou il y a d'autres solutions? Si c'est de l'argent public à partir d'impôts qui sont collectés selon une logique pollueur-payeur, moi j'ai aucun problème avec ça. C'est le rôle de l'État de construire une fiscalité en fonction d'objectifs de politique publique. Si demain la priorité pour nous c'est de sortir d'un modèle de développement dont on pense qu'il pollue, qu'il est puissamment inégalitaire et qu'il prive des générations entières de leur avenir et de la maîtrise de leur propre destin, il y a un instrument pour faire ça, ça s'appelle l'impôt. Et l'impôt, c'est même marqué, je crois que dans le préambule de la Constitution, il doit être payé à due proportion de ses capacités. Il y a plein de gens, d'organismes ou d'entreprises qui pourraient payer largement plus d'impôts. Donc la première chose, c'est ayons une politique fiscale qui est une politique fiscale qui se fonde sur des principes, qui soient des principes clairs. Si
demain nous visons et la justice sociale et la justice climatique, il faut organiser la collecte de l'impôt à partir de celles et ceux qui gagnent le plus d'argent contre cet objectif-là, en l'occurrence, et en nous éloignant de cet objectif-là. Donc je ne parle même pas de la taxe sur les super profits, tout ça, ça reste quand même l'épaisseur du trait. Il faut penser une autre politique fiscale. Ensuite, donc là, oui, c'est au rôle de l'État, surtout si c'est un État appuyé sur un régime démocratique. Je crois que c'est à l'État et aux États coordonnés, a fortiori au sein de l'Union européenne, que le rôle on va dire, de piloter, d'être les stratèges de cela. Après, ça nous exonère pas d'être un peu imaginatif, un peu créatif aussi en matière de politique publique. Moi, j'ai pas de religion sur ce que je vais dire maintenant, mais ce sujet-là m'a intéressé, vous allez comprendre pourquoi. Cette idée de compte carbone universel, c'est-à-dire l'idée que chacun d'entre nous se voit créditer tous les mois 100 unités de carbone. On aurait le droit de faire, je sais pas, 2 pleins dans le mois, et si on les fait pas, on peut remettre ces crédits sur un marché que d'autres achètent, le cas échéant, ce qui nous permet de gagner un petit peu d'argent s'ils ont besoin de plus. En clair, on fixe des objectifs aux individus, on fixe des objectifs aux entreprises. Pourquoi ça m'a fait tilt? Parce qu'il y avait le côté universel, donc je me suis dit, tiens, c'est pas bête. Revenu universel, au passage, je fais une petite parenthèse, mais si on ne repense pas notre rapport au travail, c'est pareil. Il est absurde aujourd'hui de résumer le travail à l'emploi productif. Totalement absurde. Si le travail, c'est réaliser une œuvre dont je tire estime pour moi-même et dont les autres, la société, reconnaît qu'elle est utile, le travail bénévole est sans doute le travail dont on tire le plus d'estime soi-même parce qu'on l'a choisi et qui est le plus utile aux autres. Or, celui-là n'a aucune gratification sous la forme d'un salaire. Alors pourquoi pas, du coup, valoriser celui-là, ce travail-là utile à la collectivité, par le revenu universel. Je ferme la parenthèse, c'est un des 150 arguments en faveur du revenu universel. Je veux bien expliquer les 149 autres après, mais il faut changer ça aussi. Et tant qu'on ne creuse pas la totalité à la fois de ces cadres culturels à l'intérieur desquels nous sommes, depuis quand d'ailleurs considérons-nous le travail comme plus important, en tout cas que tout le reste? Depuis quand d'ailleurs la valeur travail, maintenant puisqu'on dit ça, la valeur travail, on dit la valeur travail, je fais une petite parenthèse politique, je suis retiré de la politique, mais la valeur travail c'est de gauche. C'est intéressant comme sujet ça. Travailler c'est bien et ne pas travailler c'est mal. Est-ce que c'est de gauche au départ? Non. C'est très lié au christianisme. Travailler, c'est bien, c'est servir Dieu, ne pas travailler, vagabonder, etc., être paresseux, c'est mal. Dans la Grèce, la Rome antique, je reste encore en Occident, la hiérarchie des valeurs n'était pas exactement la même. Mais la valeur travail, en tant que telle, œuvrer pour la collectivité, oui, c'est la solidarité, c'est bien, mais travailler pour produire, gagner de l'argent, en réalité, on le fait par nécessité aujourd'hui. Alors c'est génial quand on accomplit une œuvre, l'ouvrier, mais combien sont ceux qui accomplissent une œuvre aujourd'hui? D'ailleurs, ils sont tellement nombreux qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans, me semble-t-il. Donc il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur la valeur travail. Tout le monde veut qu'on puisse s'émanciper et s'épanouir par le travail, mais en général, ceux qui veulent le généraliser à tous sont ceux qui sont les plus haut placés dans l'échelle sociale et s'épanouissent très bien dans le travail. Donc bon, là encore, je ferme la parenthèse, mais je veux dire que ça aussi sont des questions qu'on doit traiter urgemment entre nous, parce qu'elles impacteront évidemment la manière de penser la consommation, de penser la production, et donc notre capacité à changer radicalement ou pas de modèle de développement. Donc, oui à votre question hein, sur les 27 milliards, là, mais là encore, on est quand même aujourd'hui, c'est combien de temps qu'il est président de la République, Macron? 7 ans? 6 ans? Enfin, ça valait le coup de mettre un mec de 40 ans pour qu'on fasse aussi peu, quoi. Mais franchement, c'est même pas qu'on perd du temps, on régresse fondamentalement. Et quoi qu'on dise, pardon de dire des choses qui vous plairont peut-être pas, hein,
Mais là, il faut radicalement changer d'approche. Et le mot radicalité, d'ailleurs, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est le mot auquel il faut qu'on donne un contenu. C'est quoi le changement radical de modèle économique? C'est la fin du capitalisme, ou ce sont des moyens aujourd'hui de réorienter l'argent vers des investissements qui sont des investissements en faveur de l'intérêt général? Ça peut être cela, mais au moins montrons ce chemin. Or, rien n'indique aujourd'hui que l'on change quoi que ce soit à l'ordre en place. Rien. Absolument rien. Et même pas, pardon de le dire, la finance verte. Parce que si vous creusez un peu, bon, je ne parle même pas du greenwashing, mais quand même l'essentiel des flux vont aujourd'hui toujours à exploiter davantage de ressources fossiles. Je parlais de l'Afrique tout à l'heure. 30% des réserves de minerais, d'hydrocarbures sont en Afrique. Ça suppose d'utiliser beaucoup d'eau. À supposer d'ailleurs que les Africains soient les bénéficiaires de l'exploitation de ces ressources-là, on pourrait se dire qu'il y aurait un rééquilibrage au moins. Mais ce n'est même pas le cas. Mais ça n'est même pas le cas. Et alors justement, le changement d'échelle dans la transition, avec les milliards et tout ça, est-ce que les banques centrales, que vous connaissez bien, Éric Monney, est-ce qu'elles n'ont pas un rôle à jouer qui permettrait au moins de résoudre la coordination des États dont vous parliez tout à l'heure, d'avoir des échelles suffisantes en montant d'investissement et qui permettraient d'accélérer et qui auraient aussi l'avantage de ne pas uniquement dépendre de chacun des États? Alors les banques centrales, pour être sûr que tout le monde voit ce que c'est qu'une banque centrale, c'est effectivement ces institutions qui sont en charge, elles ne créent pas de la monnaie, enfin c'est pas en charge de création de la monnaie, mais c'est en fait surtout ce qu'elles font, c'est réguler les taux d'intérêt, donc en fait les conditions de crédit dans l'économie. Donc a priori et statutairement, on dit surtout qu'elles sont en charge de réguler l'inflation et la stabilité financière. Donc a priori, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le climat? Donc sur la stabilité financière, en fait, c'est assez direct pour la raison dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les questions climatiques, c'est vraiment une question de risque financier énorme. Et ça, je pense qu'on est encore au tout début de prendre conscience de ça. Donc en fait, très vite, les banques centrales sont impliquées là-dedans. La deuxième raison, c'est que en fait, les banques centrales, c'est des administrations publiques, donc ça fait partie de l'État. Donc en fait, sur la question des banques centrales, c'est pas si différent de la question générale qu'on posait, c'est-à-dire que doit faire l'État. Donc l'État, c'est en termes de régulation, et quand on dit les États, après, il faudra y revenir, parce que en fait, c'est les États, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas de coordination internationale, ça ne sert à rien. Mais bon, revenons à la question, donc l'État. Donc peut faire de la régulation, etc. Mais en termes financiers aussi, que peuvent faire les États? Et là, il faut bien distinguer deux choses, parce que c'est deux choses extrêmement différentes en termes d'action publique, de politique économique. La première chose, c'est ce qu'on appelle, le terme n'est pas forcément très adapté, mais l'accompagnement vers la transition, quoi. La question de la transition. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a des activités qui, parce qu'elles émettent énormément de CO2, etc., il faut qu'elles ferment. Donc ça a un coût. Ça a un coût soit direct, soit un coût d'assurance, quand on est par exemple là sur les questions, et aussi de questions de travail, de transition dans l'emploi. Donc là en fait c'est des questions assez standards, par exemple même de l'assurance chômage, de la formation, de la transition. Donc ça, il n'y a que les États qui peuvent faire ça aujourd'hui. On n'a pas d'assurance chômage privée, etc. Donc ça, c'est un point de vue. Et là, c'est que de la question budgétaire. Et il y a aussi la question de l'assurance. Et pour l'instant, aujourd'hui, c'est une question encore qui est extrêmement compliquée. On est qu'au tout début de voir ce que ça fait. C'est-à-dire que si la question, on voit les dérèglements climatiques qui sont aujourd'hui déjà très très forts, et les conséquences que ça a sur l'agriculture, sur le littoral, etc. Enfin, pensons au secteur du tourisme, à quoi est-ce que ça va ressembler dans 20 ans? Les dégâts écologiques qui sont déjà ici, et pour l'instant, c'est les États qui les prennent en charge. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc la question sur ce point de vue-là, sur la question, on va dire, du rôle de l'État dans la transition et ce qu'on peut définir comme, d'un point de vue général comme un rôle assurantiel, la question, c'est celle effectivement des contreparties. C'est-à-dire qui paye et quelle contrepartie on demande aux gens qui vont bénéficier de cette assurance. Et là, on voit un peu comment on dérive vite vers un modèle dont on fait vraiment l'expérience depuis 2-3 ans sur un peu tous les sujets post-pandémie, inflation et tout, qui est en gros socialiser les pertes, privatiser les gains, quoi. Et ça, il faut vraiment faire très très attention parce que le potentiel de dérive dans cette voie-là, avec toutes les catastrophes climatiques qui sont devant nous, il est énorme. Et pourtant,
à la fois il y a ce potentiel de dérive très fort, et à la fois il n'y a pas d'autre moyen que de l'État pour jouer ce rôle assurantiel dans plein de domaines. Après, il y a l'autre rôle de l'État qui est différent, c'est la question de l'investissement. Okay, et là, donc on dit toujours il faut l'investissement public. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que l'investissement public concrètement? L'investissement public, en fait, il y a deux notions, il y a deux définitions qui sont très différentes, on va dire la définition dans le débat public et la définition comptable du point de vue de l'État. La définition, en fait, quand on en parle dans le débat public, l'investissement public, on voit les investissements qui servent à tout le monde. Au sens de public, au sens de commun, pour la société. Donc on va des écoles, mais par exemple aussi l'énergie, les transports, etc. En fait, si vous regardez dans les détails, une grande partie de ce qu'on appelle l'investissement public dans le débat public, ce n'est pas l'investissement public au sens du budget de l'État. Et ça a toujours été comme ça. Vous parliez tout à l'heure que je suis aussi historien, et pour avoir beaucoup travaillé sur les périodes de reconstruction d'après-guerre, la planification des années 50-60, où on pense que l'État était partout effectivement, mais en fait l'investissement public était faible. Pourquoi? Parce qu'en fait les investissements qu'on appelle publics, le rail, etc., en fait étaient faits par des entreprises qui peuvent être des entreprises publiques, aidées par des banques, des grandes banques publiques, mais tout ça, il faut bien le savoir, ce n'est pas public au sens du budget de l'État, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans la dette publique. Mais ce n'est pas seulement qu'une question comptable, c'est aussi une question de savoir-faire. Aujourd'hui, ce n'est pas au ministère des Finances, personne ne sait construire des rails. Donc en fait, il faudrait qu'il faut, et je pense qu'on redécouvre aussi ça, parce qu'en fait dans tous ces débats, on redécouvre ce que c'est que l'État, comment fonctionne un État, comment un État est capable de faire des investissements pour des questions je veux dire, sociétales, c'est qu'en fait l'État c'est de multiples couches. Et ce n'est pas seulement le budget, c'est voilà, les banques publiques, donc en France il va y avoir la caisse des dépôts et des choses comme ça, des entreprises publiques, et en fait on redécouvre cette question-là. Et donc je retombe sur la question initiale, c'est que sur cette question d'investissement public, en fait les banques centrales, elles ont un rôle important à jouer pour faire en sorte que des investissements qui sont jugés prioritaires, donc publics au sens de bien commun, mais qui ne sont pas financés par l'État, soient priorisés par le secteur financier. Et pour ça, les banques centrales, elles ont des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent agir, ce que je disais tout à l'heure, c'est que leur rôle habituel, elles agissent sur les conditions de crédit, c'est-à-dire complètement à combien on emprunte. Donc ça veut dire qu'aussi, elles peuvent agir sur les conditions de crédit éventuellement différentes, suivant certains secteurs. Et donc ça, elles peuvent le faire. Pour le faire, elles ne peuvent le faire que si c'est coordonné et s'il y a une légitimité démocratique. Donc elles ne peuvent le faire qu'avec une coordination avec le débat parlementaire, une légitimité démocratique. Et donc ça implique de penser au niveau national, mais en fait au niveau européen, parce que dès qu'on parle de banque centrale aujourd'hui, on passe forcément au niveau européen, de comment on harmonise la question de quels sont les secteurs prioritaires et quels sont les secteurs qui doivent aider par la Banque centrale, par la Banque européenne d'investissement, etc., etc. Donc ce débat-là, il faut qu'il ait lieu au Parlement européen. Il n'y a pas, d'autre choix sur cette question. Allez-y, si vous voulez. Alors, peut-être pour refaire le pont avec ce que disait Benoît Hamon tout à l'heure sur l'impôt et le fait d'aller chercher l'argent là où il est. Je ne sais pas si forcément l'impôt est la bonne solution dans le sens où techniquement, je n'ai pas les compétences. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'argent est là déjà. Il suffit de le voir en fait en termes, même si Benoît Hamon disait que c'était juste pour un peu la partie supérieure, mais les profits de Total ont été de 20 milliards en 2022. C'est des records chaque année. Je préfère même pas savoir combien ça sera en 2023. En parallèle, on peut aussi rappeler que Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards. C'est des sommes qui sont faramineuses. Donc l'argent est là. Maintenant, je pense sur la question un petit peu de comment financer la transition. J'aurais envie de dire, et c'est de rebondir sur ce qui a déjà été dit, aussi de se poser la question de quel modèle de société voulons-nous. Et je suis obligé en cette journée de grève ou de manifestation plutôt de faire un peu un parallèle avec la réforme des retraites. Il y a plusieurs manières en fait, de financer la retraite. Et en fait, pour moi, le but n'est pas de venir sur la question technique de comment financer les retraites, c'est plus derrière la question sous-jacente qui est de dire est-ce que c'est normal que ce soit encore les personnes les plus précaires, les plus pauvres, celles qui
travaillent déjà les métiers déjà les plus difficiles, qui doivent payer en fait davantage. Et sur cette question un petit peu sociale, c'était la même logique, on en a parlé sans la nommer, mais sur les gilets jaunes, il y a une taxe carbone sur l'essence pour des personnes qui n'avaient pas le choix que de prendre leur voiture. Et là-dessus, je rejoins en fait ce que disait Benoît Hamon tout à l'heure sur, je ne sais plus exactement le terme, mais un petit peu une logique de quota carbone personnel, c'est de se dire, est-ce qu'il est normal que des personnes, que la taxe carbone soit par exemple sur la voiture, là où pour certaines personnes c'est primordial d'utiliser leur voiture, là où par exemple sur l'avion, qui émet beaucoup plus, qui est quand même beaucoup plus souvent pour des loisirs, il n'y a pas de taxe carbone. Et au-delà du fait de dire que le kérosène est subventionné, qu'il y a beaucoup moins de taxes là-dessus. Et donc je pense c'est que pour moi il y a aussi le fait de lier, en fait il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. On l'a suffisamment dit, mais c'est important de le rappeler. Donc c'est vraiment cette logique de modèle de société. Et enfin peut-être pour rajouter, donc c'est peut-être un peu le pendant des banques centrales qui est au niveau vraiment global, il faut effectivement avoir une logique globale, mais encore une fois pour un peu refaire le lien avec le sujet de l'arrêt à Paris du climat Libé Tour, c'est vraiment de se dire qu'il faut aussi avoir des enjeux locaux et démocratiques. Et donc comme on l'a déjà un petit peu dit, c'est de se dire que on a un quota carbone, ou du moins on est dans un système Terre qui est fini, et donc de manière assez simpliste, il faut consommer moins et donc il faut produire moins. Mais qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qui a la priorité? En fait, j'ai envie de réutiliser un petit peu ce que Timothée Paric, donc un économiste que vous connaissez sûrement et que j'apprécie beaucoup pour ma part, en fait, de dire il faut qu'on choisisse collectivement, que ce soit aux citoyens et citoyennes de choisir de quoi ils ont besoin, qui doit produire, où est-ce que ça va être produit, et de réfléchir localement. Et peut-être pour finir mon propos, c'est de parler un petit peu du budget participatif. Et on est à Paris, et juste de mettre en lumière le fait que la ville de Paris, sur les 5 dernières années, a eu un budget participatif de 500 millions d'euros qui était pour et par les citoyens. Et ça représente tout de même 5% du budget d'investissement de la ville. Et donc c'est de dire qu'il faut effectivement avoir une logique globale. Et effectivement, pour moi aussi, il y a une logique très démocratique qui est très importante pour savoir vraiment que les citoyens et les citoyennes puissent se réapproprier ces questions de où va l'argent. Merci beaucoup. C'est peut-être le moment de passer aux questions dans la salle. Si vous en avez, je crois qu'on va circuler avec un micro. Ouais. Oui, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bonjour, merci pour cette table ronde. Donc, Monsieur Hamon, lors de la campagne de 2017, vous avez placé et vous l'avez abordé dans cette table ronde la question du revenu universel comme un moyen d'émancipation des différentes dominations dont vous avez parlé. Et malgré le résultat, moi je vous remercie pour cette campagne de 2017 parce que vous avez notamment mis Manuel Valls à la retraite et je pense qu'on peut tous être heureux de ça. J'aimerais vous entendre sur une proposition qui a beaucoup, en tout cas, parcouru le mouvement social, notamment lors de cette lutte contre la réforme des retraites. C'est la proposition de Bernard Friot de salaire à vie, qui est une proposition qui est différente du revenu universel, puisqu'en fait, elle se base sur deux choses. L'idée de reconnaître la notion de travailleur pas comme une notion de travail subordonné, mais par le fait qu'on est travailleur tout au long de sa vie, donc producteur de valeur économique. Et donc son idée, lui, c'est de généraliser grosso modo le statut, je le fais peut-être assez mal comme explication, mais le statut par exemple de l'éducation nationale ou de la santé à d'autres secteurs et le généraliser sur l'économie, c'est-à-dire de distribuer un salaire à la qualification qui serait enrichi en fait par des examens de qualification tout au long de la vie pour reconnaître de 18 ans à la mort une personne comme titulaire d'un salaire et d'un salaire qui est libéré de la subordination de travail. Et pour lui, en partie, on peut aller vers cette socialisation en partie des salaires par la mise en sécurité sociale d'un certain nombre de productions, avec la sécurité sociale alimentaire, mais aussi des notions de sécurité sociale sur la culture ou sur les besoins, sur d'autres besoins vitaux. Donc moi j'aimerais bien vous entendre sur cette proposition. Est-ce que la proposition de revenu universel que vous défendiez en 2017 dans votre réflexion personnelle peut
se rapprocher de la proposition de Bernard Friot, ou sur d'autres aspects, est-ce que vous pensez que cette proposition, quelles sont les limites que vous voyez en fait à cette proposition, si vous en êtes un peu moins d'accord sur certains points? Je vous remercie. Alors, je crois que la question vous est adressée. Ouais, c'est pas trop le sujet de la table ronde, mais je vais répondre. Non, mais je dis ça parce que je ne veux pas vous priver des questions à venir. Le pari de Friot, alors Friot voit ma proposition comme radicalement opposée à la sienne. Moi, je ne vois pas du tout la sienne comme opposée à la mienne. Mais bon, je dis ça comme ça. Je pense qu'au contraire, il faut essayer de réfléchir à la manière dont aujourd'hui on essaye en tout cas d'arracher les individus à la dépendance d'un travail subi et réalisé juste par nécessité, et avec le désir, pour ce qui me concerne, que le revenu universel soit un instrument de démocratisation de l'ordre économique. Pourquoi? Parce qu'en vous libérant de la dépendance au salaire, eh bien, ça soulage d'une subordination à l'employeur qui vous permet justement de peser davantage dans les négociations et dans le rapport de force capital-travail. Le pari de Friot, c'est la socialisation quasi intégrale de la valeur ajoutée à la fin. Et donc, par étapes, on socialiserait des pans entiers de l'économie. C'est extrêmement ambitieux. Moi, intellectuellement, j'ai absolument rien contre le salaire universel. Je trouve que c'est une perspective qui est une perspective séduisante, une utopie séduisante. La question, c'est quelles sont les étapes pour y parvenir, et est-ce que c'est le chemin le plus pratique et le plus adéquat pour parvenir aux objectifs qui seraient ceux de ne plus de permettre aux individus de ne plus dépendre d'un salaire, notamment d'un petit salaire pour vivre, c'est-à-dire de passer sa vie à essayer de la gagner, comme le slogan le dit. Et je pense que de ce point de vue, le revenu universel propose des garanties plus grandes que le salaire à vie. Donc moi, j'ai absolument aucun... je suis plutôt même assez partisan du revenu universel et du salaire à vie discutent, avancent sur ces questions-là, plutôt que de désigner, comme je l'ai entendu dire, le revenu universel comme le principal instrument de survie du système capitaliste. Alors, autant dire que les capitalistes ne l'ont pas bien compris comme tel. De ce que j'ai entendu, moi, en 2017, ça ne me semblait pas très automatique dans les réponses qu'ils faisaient. Mais voilà, donc un débat, en tout cas, passionnant à ouvrir avec Bernard Friot. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, sinon que je ne suis pas encore certain que Manuel Valls soit totalement à la retraite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Moi, j'ai une question un peu plus opérationnelle, terre à terre. Le sujet est passionnant, mais du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez aux maires, aux collectivités locales, aux personnes qui justement sont sur le terrain et souhaitent, comme beaucoup de citoyennes et de citoyens, justement raccrocher les wagons entre la bourse et la vie? Comment ramener les citoyens et citoyennes qui sont préoccupés par leur fin de mois sur des sujets aussi importants que le climat et d'autres enjeux écologiques, puisque il y a pas mal d'outils qu'on connaît et qui sont présentés aujourd'hui, qui existent et qui sont déployés auprès de tout type de public, la fresque du climat par exemple. Mais comment, justement, qu'est-ce que vous conseilleriez aux maires? La question de la hiérarchie et de la priorité. Et de manière très très concrète, opérationnelle en effet. Là encore, ça va dépendre des points très précis, mais sans être trop précis, mais plus peut-être concret que ce qu'on a été. Je pense que sur cette question de bourse ou la vie, ce qui est fondamental, c'est faire comprendre aux gens qu'en fait les comportements actuels, ils compromettent les modes de vie et les modes de consommation futurs. C'est que dans tout ce qu'on disait, et c'est vrai pour la finance, les risques, en fait c'est ça, c'est-à-dire que si on continue à consommer de telle manière, en fait ce n'est plus durable. Et ça, moi je crois vraiment à deux choses pour rendre ça concret. C'est-à-dire, la visualisation très concrète, notamment sur les budgets, montrer ce que ça change, montrer, notamment sur les visualisations aussi, même en termes de cartes, parce qu'on voit l'impact que c'est de montrer aux gens des cartes avec le littoral dans 50 ans, si on ne fait rien. Et je crois vraiment beaucoup, c'est pour ça que je remettais sur cette question de scénario. Quelquefois, on dit que je suis un peu naïf quand je dis ça, mais je pense vraiment que d'une certaine manière, le GIEC a complètement changé notre manière de visualiser en fait la politique avec ces différents scénarios
concret où on peut visualiser ce que vont être les choses dans 10 ou 20 ans. Donc ça, c'est la première chose, c'est rendre les choses visuellement tangibles. Et la deuxième chose, c'est faire se rendre compte que si justement on raisonne à moyen ou long terme, des choses qui dans un premier temps apparaissent comme très coûteuses, en fait font des économies à moyen et long terme. Et donc ça, le rendre également visuel et tangible. Et par contre, dès qu'on aboutit sur cette question, c'est là où on revient tout de suite à cette question, okay, comment l'État, et donc ça, l'État au sens central, mairie, et ça, peuvent aider à faire en sorte de gérer cette transition. L'exemple typique, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est la rénovation des bâtiments. C'est le truc typique. C'est-à-dire que pour n'importe quelle personne, c'est en fait économiquement gagnant de rénover son logement. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Peut-être qu'on n'arrive pas à visualiser, à faire prendre conscience, mais aussi parce que l'État n'a pas du tout bien joué sur les modes, les manières de faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu cette illusion encore très libérale qui reste empreinte de ce que je disais au début, c'est-à-dire en fait, on dit aux gens, vous allez gagner, on fait des subventions et ça va marcher. En fait, ça ne suffit pas. On voit, et là ça revient aussi un peu ce que je disais sur de quoi on parle concrètement quand on parle d'investissement, c'est qu'il faut penser la chaîne entière. Et c'est vrai pour l'investissement public, c'est vrai pour l'investissement privé, quand on parle de la rénovation des bâtiments par exemple. C'est-à-dire que toute mesure qui ne prend pas en compte l'entièreté de la chaîne d'investissement sur le long terme et dit juste à un moment on va donner une subvention, ne marche pas. Donc sur la rénovation des bâtiments, si vous ne donnez pas une solution complète aux gens, c'est-à-dire avec voilà, tel artisan fait quoi à tel moment, vient chez vous, tel jour, éventuellement reloge s'il y a un truc comme ça, ça ne fonctionne pas. Ouais, peut-être pour compléter, déjà je suis de fait totalement d'accord avec la rénovation thermique des bâtiments. Mais pour reprendre un petit peu globalement, je pense, le rôle que peut avoir une mairie et généralement une collectivité locale, il y a toute une logique d'éducation, que ce soit au sein des écoles. Donc effectivement, il y a la fresque la finance, mais il y a tout type de fresques en fait, ou d'outils utilisables. Et en fait, je pense qu'il y a toute une logique aussi donc, pour sensibiliser les personnes, pour que les personnes soient conscientes effectivement des gains qu'elles peuvent avoir sur un moyen ou long terme, si on reprend par exemple l'exemple de la rénovation thermique des bâtiments. Mais je pense qu'il y a aussi toute une logique de nouveaux récits. Et je pense à ça, par exemple, quand je dis que je ne prends plus l'avion, ça arrive plusieurs fois qu'on me dise « mais t'aimes pas voyager ?» Ça n'a rien à voir. C'est certes, il peut y avoir une logique un peu philosophique derrière, mais en fait, pour moi, le voyage, c'est d'aller de A à Z, de A à B, pardon. Et c'est pas uniquement d'être à B. Et en fait, c'est cette logique de un peu re-questionner, et donc ça passe aussi par l'éducation, de qu'est-ce qui... c'est un petit peu philosophique peut-être, mais qu'est-ce qui va définir notre bonheur, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, et je pense qu'il y a un pouvoir fort aussi qu'il faut pas oublier sur l'éducation, et je pense aussi peut-être la parole que les jeunes peuvent avoir. Donc, je suis très content d'être invité à cette table ronde et globalement ce que fait l'Académie du climat, mais je pense même encore les encore plus jeunes qui parfois, quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas totalement faux. En fait, c'est de se dire ces choses qui peuvent être peut-être naïves et simples, mais de vraiment se réapproprier tout ça. Et je pense aussi de plus avoir aussi une logique de bien commun. Donc, je n'ai pas forcément répondu totalement. C'est peut-être plus un peu philosophique que purement opérationnel, mais il y a vraiment une logique pour moi d'éducation qui est très importante et que ce soit une éducation aussi intergénérationnelle, parce que il y a, et je le vois sur la question des luttes, hein, les personnes qui ont lutté en 68 ont des réalités très différentes, mais on a tout à apprendre. La jeunesse climat qui lutte, quel que soit le flanc, que ce soit un flanc plus ou moins radical, on a tout à apprendre aussi des luttes antérieures. Et donc je pense que c'est vraiment ce côté d'éducation et d'intergénérationnalité. Oui, alors je vais répondre à madame. Par ailleurs, une remarque sur voyager. Réfléchissons à ce qu'on appelle voyage. D'ailleurs, si voyager, c'est rester accroché au même écran juste à 2000 km de là où on habite, avec la différence, c'est qu'on boit un spritz, c'est qu'il fait plus chaud, c'est pas non plus tellement voyager. Et la vérité, c'est qu'il faut faire l'éloge de la lenteur, parce que plus vous voyagez lentement,
vous découvrez réellement ce qui se passe autour de vous et vous évoluez ou vous changez par le voyage, la rencontre interculturelle, etc. etc. Donc il n'y a pas ce mythe selon lequel le seul voyage qui est un vrai voyage avec un V majuscule, c'est celui qui passe par l'avion et qui vous emmène dans un pays dit, je mets des guillemets, exotique. Tout ça, c'est quand même une vaste rigolade, quoi. Bon, une réponse très concrète. La vraie difficulté pour une collectivité locale, c'est que quoi qu'elle fasse, et même si elle fait un oasis écolo, et il faut le souhaiter qu'elle le fasse, elle reste quand même très dépendante de ce qui se passe comme autant d'alvéoles autour d'elle. C'est-à-dire que les collectivités, elles ont la maîtrise pour part de ce qui se passe sur leur territoire, un peu sur les territoires voisins avec les communautés d'agglomération, etc., etc. Mais ce sont des alvéoles, et si ce ne sont que des oasis, ça restera des oasis, c'est formidable, des lieux de refuge pour la biodiversité, de pratiques soutenables, mais il faut évidemment penser plus vaste. Mais moi, je pense qu'il y a une piste qu'offre pour le coup l'économie sociale et solidaire avec une forme de gouvernance qui est intéressante, c'est de permettre aux collectivités d'être autonomes énergétiquement, c'est-à-dire qu'on ne consomme que ce dont on a besoin, et le cas échéant que l'on vende le surplus de ce qu'on produit. Et on peut parfaitement imaginer que se développent sur tout le territoire des unités de production liées à des petits territoires, des communautés d'agglomération, d'énergie renouvelable, où grâce aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, on associe à la fois les collectivités, les salariés à la production, les usagers que sont les citoyens du territoire dans la gouvernance de ces entreprises-là. C'est un modèle qui existe en France, les SIC ou SKIC, peu importe comment vous les appelez, mais c'est un modèle qui est à la disposition des collectivités pour repenser le rapport du territoire à l'énergie, par exemple, ou au transport, ou que sais-je encore, à l'aménagement des berges, à la restauration de la biodiversité, et qui permet de surcroît un contrôle démocratique des objectifs que l'on fixe par rapport à, je prends cet exemple, la production d'énergie. Mais il y a un beau sujet aussi qui me semble être un sujet dont peuvent s'emparer les collectivités comme les entreprises, c'est transformer une entreprise ou une collectivité ou une administration en administration ou entreprise régénérative. C'est-à-dire qu'on ne pense pas sa seule consommation, on pense sa consommation à l'échelle de l'écosystème à l'intérieur duquel on évolue, du territoire, et on essaye de réfléchir à la manière dont on baisse globalement les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie fossile du territoire avec des établissements pivots. Je prends un exemple très rapide, mais Singa depuis, alors je vous le dis parce que ça ne se sait pas, mais Singa depuis le 1er janvier est avec Arte, concessionnaire de la Gaîté Lyrique à Paris. Donc voilà, si vous voulez venir, ça va devenir un établissement culturel inclusif, formidable. Et donc pour 5 ans, et on veut en faire un établissement culturel régénératif. En clair, c'est que cet espace qui est ouvert ou allumé longtemps, qui consomme de l'énergie, le fait parfois alors qu'il n'y a pas grand monde dedans. Or, il se passe toute une série d'activités dans le quartier autour, où on allume également les lumières, où on consomme de l'énergie, qui pourraient parfaitement se faire à l'intérieur de cet espace-là, selon des modalités à discuter, mais qui permettraient de baisser, en clair, les consommations d'énergie du territoire, et pas simplement de raisonner à l'aune d'un établissement. Ça fait d'ailleurs sens avec le projet de la ville de Paris, que je ne sais plus comment ça s'appelle, la ville quart d'heure, mais on a la possibilité de raisonner dans une entreprise comme dans un établissement culturel, établissement public, pour devenir régénératif, c'est-à-dire ne pas viser simplement la neutralité carbone, mais derrière, quelle stratégie dans les usages, dans les comportements, dans les consommations de fluides, quelle stratégie pour régénérer le capital naturel, parmi lesquels il y a évidemment la biodiversité, mais bien d'autres choses. Donc voilà des stratégies qui peuvent être déployées au niveau local. On va avoir le temps de prendre une dernière question, je crois qu'on arrive au bout du temps imparti, s'il y en a. Bonjour, j'avais une question par rapport à une intervention de ce matin de Pierre Laroutourou par rapport à une taxe sur la spéculation financière. Oui, exactement, la taxe Tobin. Pensez-vous que c'est une solution viable comme source de financement et est-ce que l'écosystème financier est prêt à accepter ce type de taxe? C'est 2 questions, sur la fiscalité dont on parlait tout à l'heure et l'acceptabilité. Je suis pour taxe transaction financière, plus pour des raisons de stabilité financière que pour des raisons écologiques, parce que je pense que
c'est pas un levier de financement de l'écologie très très fort, ce type de taxe. Et là encore, je suis pour, parce que par contre, je pense qu'il y a beaucoup trop de spéculation sur les marchés financiers qu'on peut réduire avec cette taxe. Et ça renvoie un peu à ce que je disais auparavant, et ce que disait aussi Étienne à un moment, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent dans la finance. Donc en prendre 1 ou 2% pour le réallouer sur des activités utiles laisse d'une certaine manière les 98% de côté. Et en fait, la question centrale aujourd'hui, c'est les 98%. Et ce qui renvoie à tout ce qu'on a dit sur les normes et sur aussi en fait la capacité, ce qu'on appelle en économie de l'allocation de l'épargne, c'est-à-dire en fait faire en sorte que l'épargne aille vers des activités utiles. Je mentionnais les retraites ou des trucs comme ça, c'est ça la grande question aujourd'hui, c'est toute cette épargne, je ne vais pas dire qui dort, mais en fait dont les gens n'ont pas forcément conscience d'où elle va. Comment on fait en sorte qu'elle aille vers des activités utiles. Donc la question de la taxe est importante, mais je pense ne résout pas du tout ce problème. Eh ben, merci à tous. Et puis j'ai 2 choses à vous dire, qu'on m'a demandé de vous dire, c'est que donc il faudra sortir de la salle. Et si vous voulez, avant de sortir de la salle, vous pouvez vous arrêter à la librairie qui est installée sur l'estrade, qui est avec des livres consacrés à l'écologie politique, dont celui de Benoît Hamon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va vous demander de rejoindre la sortie au rez-de-chaussée, donc par les escaliers. Et vous avez le laboratoire des porteurs de solutions au rez-de-chaussée, si vous voulez aller échanger avec les porteurs. La prochaine conférence aura lieu à 17 h. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas rester à la prochaine, je vais vous demander... Ah bon ? Pour ceux qui ne souhaitent pas rester à la conférence, on m'entend bien. Je vais vous demander de rejoindre la sortie, ceux qui souhaitent de rester et de s'asseoir. Merci. L'intitulé de la prochaine conférence est « Les femmes dans l'œil du cyclone climatique ».